Bonjour à tous pour ce numéro de l'émission On en discute. Alors, spécial Tunisie, les événements se bousculent. Il n'y a pas de journée sans nouveauté et on a du mal à suivre, on a du mal à comprendre ce qui se passe en Tunisie. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en duplex M. Vincent Gesser, chercheur au CNRS, à l'Institut des recherches des études des mondes arabo-musulmans, et Ahmed Ben Yaklef, qui se trouve actuellement à Tunis et qui, lui, est membre de la société civile. Merci, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. On compte sur vous un petit peu pour nous éclairer par rapport à ce qui se passe en Tunisie et comment c'est perçu par les Tunisiens eux-mêmes qui vivent là-bas, mais aussi par les Tunisiens qui vivent en France. Vous le savez, une communauté tunisienne importante et franco-tunisienne aussi importante qui vit dans nos villes, dans nos campagnes. Et tout le monde est très, très inquiet par rapport à la suite. La Tunisie semble ne pas trouver finalement une espèce de situation de stabilité durable en tout cas. Ça a l'air d'aller de rebondissement en rebondissement. Vincent Gesser, vous qui êtes spécialiste un petit peu des études des mondes arabo-musulmans, qu'est-ce que la Tunisie a de particulier pour vous ? Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un pays, finalement, qui a toujours surpris, parce qu'on le présente toujours comme un pays de la modération, le pays tranquille, le silence, pour reprendre le pays silencieux, pour reprendre la formule de Jocelyne Darlia, qui est une historienne tunisienne. Et finalement, c'est un pays silencieux qui fait beaucoup parler de lui et où les Tunisiens parlent beaucoup. Donc voilà ce petit pays qu'on a souvent présenté comme le pays du juste milieu du point de vue du monde arabe, du point de vue de l'islam, de son rapport intermédiaire entre l'Occident et l'Orient. Mais c'est un juste milieu qui bouge beaucoup et qui finalement est assez imprévisible, hein, puisque entre guillemets, la première grande révolution démocratique a eu lieu dans ce pays-là, la première Ligue des droits de l'homme a été créée dans ce pays-là, et la première nouvelle constitution, on va dire démocratique parlementaire, a eu lieu dans ce pays-là. Voilà. On a pris même en modèle la Tunisie pour l'émancipation des femmes dans le monde arabe. Et vous citez effectivement un exemple très pertinent. Effectivement, la Tunisie a été longtemps considérée par les Occidentaux, mais aussi par le monde arabe comme un pays plutôt de ce qu'on appelle de féminisme sociétal, même si c'était surtout un féminisme d'État, puisque c'est un féminisme qui était voulu plutôt par le président Bourguiba, donc c'est un féminisme qui venait du haut, mais qui a quand même produit des conséquences sociales énormes en termes d'égalité homme-femme, l'abolition de la répudiation, l'abolition des tribunaux religieux, l'instauration du divorce civil, l'instauration du mariage civil. Donc, on voit bien que c'est un pays où il se passe beaucoup de choses. Et puis, ça a été aussi un pays quand même de mouvements sociaux, hein, de mouvements révolutionnaires qui ne se sont pas toujours très bien terminés. Donc voilà ce pays silencieux, tranquille, mais finalement qui n'est pas si tranquille que ça. Et c'est peut-être ça l'intérêt de s'intéresser à ce pays-là. C'est que derrière cette image de la plage, du jasmin, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. C'est bien au-delà de ces clichés un peu orientalistes sur la Tunisie tranquille et silencieuse. Merci Vincent, je reviens vers vous. Ahmed, vous m'entendez? Ahmed? D'accord, bon, on reviendra vers vous, Ahmed, tout à l'heure. Vincent, Ahmed, vous êtes là, je vous écoute. Vous êtes là, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Très bien. Alors, vous êtes en Tunisie actuellement. Comment c'est perçu un petit peu par si j'ose dire, l'homme de la rue, la femme de la rue, le citoyen tunisien, la citoyenne tunisienne, aujourd'hui? Quelle est l'ambiance en Tunisie? Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, en plein couvre-feu, on a eu le droit à des liesses de joie, des klaxons à tue-tête, un peu comme si la Tunisie, un peu comme, je me souviens moi de mes souvenirs footballistiques de 2004, on a eu à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire beaucoup de monde dans la rue, ou du moins une impression d'avoir vraiment la population qui est descendue dans la rue pour fêter finalement, les mesures prises par le président Kais Saïd. Donc pour le coup, en tout cas, de manière visible, on a eu quand même des attroupements quand même assez massifs et
des discussions qu'on peut avoir, hein, même auprès de gens qui, il y a quelque temps, étaient soutiens du gouvernement, ou du moins des partis soutenant le gouvernement en place. Ce ras-le-bol, hein, cette critique envers ce qui a été fait ces derniers temps, la violence qu'on a pu observer dans le Parlement, qui est censé ici représenter les conflits de manière policée, de manière démocratique. Et donc, il y a eu un peu ce ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol tout à fait récent lié aux mesures de vaccination qui avaient été présentées comme étant ouvertes à toutes et qui finalement se sont avérées très difficiles à faire puisque la Tunisie manque de doses. La Tunisie aujourd'hui... On parle à Ahmed de 5% de Tunisiens vaccinés, c'est ça? Vous avez ces mêmes chiffres? C'est à peu près ça. On frôle le million sur 11 à 12 millions d'habitants. Très peu de personnes vaccinées, beaucoup de gens qui sont en attente du vaccin, puisqu'ils se sont tous inscrits en attendant le vaccin, et beaucoup de morts, énormément. On plafonne à 200, 300 morts avec un taux de contamination qui n'a rien à envier avec la France durant le pic de l'épidémie. Donc une vraie crainte, doublée d'une crise économique, puisque le tourisme n'est pas revenu, puisque économiquement la Tunisie est au plus mal depuis pas mal d'années et que les gens suivent avec attention les mesures qui sont prises de manière économique et les fonds qui sont allés chercher, qu'on va chercher pour rétablir l'économie. Donc il y a un ras-le-bol, il y a eu un ras-le-bol comme ce qu'on a eu en 2010. Donc on peut comprendre cette effusion de joie, même si derrière, on va peut-être y venir après, on peut aussi parler de la légitimité ou pas de Kais Saïd. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. On y reviendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une effusion de joie, un ras-le-bol, beaucoup de gens très contents, des gens aussi qui sont en attente de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est une révolution de palais? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui se passe? Beaucoup de gens inquiets, beaucoup de gens qui retrouvent ce symbole. J'ai une autre question pour vous tout de suite. Est-ce que les Tunisiens, avec cette crise du Covid, vous l'avez dit, voilà, on a une Tunisie où on demande à la diaspora tunisienne à l'étranger d'envoyer des respirateurs, enfin d'envoyer toute aide possible. Donc c'est très inquiétant. Ça veut déjà dire que l'État n'est pas en mesure de faire les choses. Plus cette crise politique, est-ce qu'on n'a pas des Tunisiens tout de même? Vous parliez de scènes de joie, mais ils sont pas inquiets? Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'inquiétude aussi là-bas? Alors, moi, je vous assure, hein, je retrouve le sentiment de ce qu'on a vécu le 14 janvier. Il y a la crainte de l'inconnu, ça on ne peut pas le nier, il y a la crainte de l'inconnu. Ouais, vers quoi on va? On a les partis en présence aujourd'hui qui s'invectivent. On a aussi cette crainte d'une possible attaque terroriste, la crainte de voir ceux qui aujourd'hui ont été démis de leur fonction reprendre pas forcément les armes, mais reprendre une certaine violence politique ou une violence pour laquelle la société pourrait pâtir. Donc il y a forcément cette crainte, mais le Tunisien garde cette joie de vivre hein, que l'on retrouve. Il est très, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, il est très. Je veux dire, les caricatures de ce qui s'est passé on peut retrouver à profusion. Donc voilà, on est à peu près dans cette logique. Voilà, il n'y a pas réellement de changement là-dessus. Donc à la fois la crainte, à la fois l'espoir aussi de voir renaître le pays. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. De toute façon, la crainte et l'espoir sont frères et sœurs. Il n'y a pas d'espoir sans crainte et vice-versa. Vincent, est-ce qu'il est possible de craindre, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, quand il se passe quelque chose en Tunisie, ce pays qu'on croyait silencieux, exemple dans pas mal de domaines, la dernière fois qu'il s'est un peu énervé, ce pays, ça a fait boule de neige, si j'ose dire, dans plusieurs autres pays du monde arabe. Alors justement, vous en tant que spécialiste des mondes arabes et musulmans, est-ce qu'on peut craindre qu'à nouveau, ça ait des répercussions sur les pays voisins et même plus loin? Je pense que c'est drôle parce que votre question, je ne l'avais pas prévue et du coup, je répondrais un peu le contraire. Ça serait plutôt le retour de la Tunisie dans le rang, d'une certaine manière. C'est vrai que la Tunisie vivait beaucoup sur ce mythe de l'exception. Alors, je ne dis pas que l'exception était une réalité, mais en tout cas, il y avait l'idée que c'était un peu la rescapée des révolutions arabes, que c'était le pays qui avait poussé le plus loin le processus de démocratisation, d'une démocratisation qui est allée jusqu'à une réforme de la Constitution, de l'adoption d'une nouvelle république, d'un retour, ou même d'un aller, puisqu'il n'y en avait quasiment pas,
cas d'une véritable société civile avec des associations et des discussions. Et c'est clair que actuellement, si on doit parler de répercussions plutôt sur les pays voisins, c'est plutôt des répercussions en termes de satisfaction des gouvernements voisins de voir la Tunisie bouillonnante bouillonner un tout petit peu moins, si je puis dire. Donc, d'une certaine manière, on l'a bien vu ces derniers jours, la plupart des pays arabes voisins ont envoyé en Tunisie leur ministre des Affaires étrangères pour assurer de leur soutien au président de la République, Kais Saïed. Donc, de ce point de vue-là, on est plutôt dans un processus de normalisation régionale qui fait que l'exception, ou ce qui était perçu comme une exception tunisienne, qui inquiétait un peu certains dirigeants de la région, inquiète moins. Il est clair que Kais Saïed est le chouchou, l'élu de la plupart des dirigeants arabes face à l'incertitude, face à l'inconnu, face à un Parlement qui, effectivement, ne les satisfaisait pas. Mais pas seulement pour des raisons de mauvaise gestion, de mauvais gouvernement, mais parce que c'était un Parlement un peu turbulent et qui contrastait avec plutôt, je dirais, le caractère beaucoup plus oisif des autres parlements dans d'autres pays du monde arabe. Donc voilà, donc non, pas de crainte de contagion de ce qui se passe. Je ne pense pas, au contraire, plutôt une satisfaction. Alors, ça, c'est pour les gouvernements. Pour les peuples, je ne sais pas. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Et mon ami Ben Khelef a tout à fait raison. Il y a un fort soutien populaire qui n'est plus du tout le même. Les clivages ne sont plus du tout celles qui étaient, par exemple, à ceux qui opposaient les partisans de la continuation de la révolution, de la démocratisation radicale, à ceux qui étaient partisans plutôt, non pas pour un retour à l'autoritarisme, mais plutôt pour une stabilisation. Par exemple, ceux qui ont soutenu le feu président regretté Béji Caïd Essebsi. Aujourd'hui, il y a plus de clivage. Et parmi mes amis, mon entourage tunisien, il y a énormément de gens qui étaient des partisans de la démocratie radicale, de la révolution radicale, qui soutiennent aujourd'hui le président de la République, ce qui explique ces scènes de joie qui sont décrites par mon ami et collègue Ben Khelef. Donc de ce point de vue-là, il y a un renversement des clivages, il y a une recomposition des clivages, et finalement, les déçus, les inquiets sont peut-être moins forts cette dernière semaine que les gens qui sont soulagés et satisfaits. Mais le point d'interrogation qu'il faut mettre, et je m'arrêterai là, c'est pour combien de temps ? Il y a des gens il y a aujourd'hui des gens extrêmement optimistes parce qu'ils en avaient ras-le-bol de l'incurie, de la mauvaise gestion. Ils étaient inquiets pour leur situation professionnelle et sociale et aussi, bien sûr, pour leur santé, puisqu'il y avait un déficit total d'infrastructures hospitalières concernant le Covid. Mais finalement, cette satisfaction va durer combien de temps ? Mais voilà, oui, parce que c'est une excellente question. Vincent, c'est une excellente question parce que c'est une excellente interrogation. C'est évidemment une véritable crainte puisque on a quand même vu de l'extérieur une Tunisie. Alors oui, très bien. Moi, j'entends que certaines personnes puissent dire tiens, c'est super. Il y a un processus démocratique, etc. Ça bouge, donc les gens sont pour, sont contre. C'est la vie démocratique. Bon, des fois, il y a des coups de force, ou on appellera ça comme on voudra. Mais le Tunisien, la Tunisienne, à un moment donné, Ahmed Ben Khelef nous disait que les touristes ne sont pas revenus. Donc il y a une crise sanitaire très importante. De quoi vivent et de quoi vont vivre, comment vont les Tunisiens et Tunisiennes sortir un petit peu de ce marasme, parce que ça ne peut pas les intéresser bien longtemps uniquement de faire la une des journaux. À un moment donné, il faut bien passer au-dessus de tout cela et avoir un pays qui marche, qui tourne, qui va de l'avant. Ça ne peut pas être une perpétuelle révolution, ça fait quand même 10 ans maintenant. Oui, alors je vais laisser parler mon collègue. Oui, le tout, c'est que l'échec de politique publique, c'est un échec qui n'est pas simplement dû à quelques partis, c'est un échec collectif aussi, hein, parce que il y a les avantages de la révolution, il y a aussi les inconvénients de la révolution, c'est-à-dire que, et puis tout ça dans un contexte aussi de crise sécuritaire aiguë ces dernières années avec l'apparition du phénomène terroriste, pas l'apparition, mais disons le développement du phénomène terroriste et djihadiste qui a saigné à blanc la Tunisie du point de vue du tourisme, la crise sociale et économique, et puis maintenant la crise sanitaire. Le tout, c'est que je pense qu'à court terme, le président de la République
va pouvoir récolter les bienfaits, notamment de l'aide internationale, puisque vous savez que cette dernière semaine, il y a une accélération, une consolidation de l'aide internationale énorme. La France a organisé, écoutez bien la formule, un pont aérien en direction de la Tunisie. La formule pont aérien, c'est digne de Berlin 1949, lorsqu'il s'agissait de sauver Berlin-Ouest des griffes communistes. Vous voyez, la France a donné 1 million de vaccins. Les pays étrangers sont intervenus, l'Arabie Saoudite, d'autres pays du Golfe. L'Algérie a donné de l'oxygène. Le Maroc a aussi fourni énormément de choses. Bon, la Mauritanie a aussi envoyé des choses. Donc, il est clair que à court terme, le président a les moyens d'apporter un certain nombre, ce que j'appellerais un certain type de réconfort matériel et psychologique aux Tunisiens, et il a joué sur ça. Et l'agenda présidentiel et l'utilisation de l'article 80 de la Constitution s'insèrent dans un contexte où il savait qu'il pouvait aussi bénéficier de cette aide internationale et quelque part la mettre au crédit du président et non pas du gouvernement et encore moins du Parlement. Ahmed Ben Yaklef, même question. Oui, sur cette question, c'est clair que le président a joué un peu de cette aide qu'il a pu recevoir. Il a multiplié les rencontres diplomatiques avec les ambassadeurs et il a fait savoir, la communication du président de ce côté-là a été efficiente. Donc il y a ce côté-là, mais après, peut-être que Kais Saïed joue sur quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que en Tunisie, la personnification du pouvoir est une réalité. Les Tunisiens ne comprenaient pas. Ahmed, sur ces 10 ans de révolution, on a l'impression qu'on est parti pour 20 ans, pour 30 ans. Alors qu'il y a un pays à faire tourner. Bien sûr, le temps politique, et certains Tunisiens, peut-être à l'instar de Hamami, le dirigeant des partis travailleurs, qui de loin est certainement celui qui a le moins intérêt à soutenir le parti qui a été, entre guillemets, déchu, le parti Ennahda, puisque réellement à l'opposé total dans ses convictions et dans ses principes de ceux de dirigeants d'Ennahda. Donc le temps politique, pour certains, ceux qui voient à plus long terme, peut être inquiétant. On a quand même un précédent aujourd'hui, on a un espèce de retour en arrière. Hamami, donc le dirigeant du Parti des travailleurs, expliquait tout à l'heure sur les ondes d'une radio assez populaire en Tunisie qu'il était en train de vivre le scénario de 87 avec Ben Ali. Donc il est clair que le temps politique n'est pas le temps du citoyen qui, lui, a un besoin d'être rassuré, qui a un besoin de vivre au jour le jour. On passe l'Aïd, la semaine dernière, ceux qui ont eu acheté un mouton ont dû débourser un salaire et demi. Donc le temps politique n'est pas le temps économique, n'est pas le temps du citoyen. Donc c'est clair que de ce côté-là, le Tunisien est impatient et il aimerait que la révolution se fasse et continue. Et se termine, surtout qu'elle se termine. 10 ans, c'est très long. 10 ans pour un pays qui est dans l'agonie, c'est extrêmement long. Donc il est clair qu'on peut comprendre la joie des Tunisiens. Ensuite, on peut revenir sur la prise de pouvoir, l'article 80. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui. Hein. C'est qu'autant en 87, Ben Ali avait usé d'un subterfuge pour démettre Bourguiba, autant Kais Saïed, aujourd'hui, qui s'est proposé qui s'est présenté en tant que constitutionnaliste et qui, de l'avis général, est certainement l'un des professeurs constitutionnalistes les meilleurs dans le pays. Hein. Ils ont le terme tel qu'il est désigné. Laisse entendre que peut-être que ce n'est pas un coup de force. Donc voilà, c'est toute la discussion qui a lieu chez les Tunisiens et c'est très intéressant de voir des gens qui sont absolument pas constitutionnalistes en Tunisie. Les Tunisiens sont très politisés, hein. Les Tunisiens comprennent très bien la politique. Hein. Donc même s'il y a un jeu de partis, je trouve que lorsqu'on discute avec les Tunisiens dans la rue, dans les cafés, etc., ils ont vraiment une culture politique très intéressante. Hein. Et c'est ça qui fait l'intérêt, entre guillemets, de ce coup de force ou de cette mise au pas. Alors, est-ce que vous entendez l'un et l'autre, parfois, des Tunisiens et Tunisiennes qui, face à cette instabilité politique, économique, etc., est-ce qu'il vous arrive d'entendre des Tunisiens et Tunisiennes qui vont même jusqu'à regretter le temps Ben Ali? Est-ce que vous l'entendez, ça, dans la rue, dans les cafés, sur les réseaux sociaux? Bien sûr, on l'entend. Après, c'est pas le temps de Ben Ali, c'est pas la personnification du pouvoir, c'est pas tant le clan Ben Ali et le vol organisé du clan Trabelsi, de la belle famille de Ben Ali, hein, qu'on regrette. Hein. Cette stabilité politique qu'on a eue pendant pas mal de temps, cette stabilité économique aussi qui était le pendant de cette stabilité politique que les Tunisiens regrettent. C'est pas une image d'Épinal de dire que la Tunisie, qui économiquement vit du tourisme, de l'agriculture,
qui ne vend pas grand-chose. On n'a pas de pétrole en Tunisie, on le répète assez souvent, on n'a pas de pétrole, et pourtant, pendant une vingtaine, trentaine d'années, on avait un niveau économique, un niveau de vie qui était extrêmement intéressant. On a une classe moyenne qui a émergé. Vincent Gisser pourrait en parler mieux que moi. On a une certaine classe moyenne qui a émergé et qui avait un niveau de vie qui était plutôt confortable. Depuis les 10 dernières années, sur ces 10 dernières années, tout le monde a été touché par cette crise économique. Les hôteliers, les gens qui travaillent dans les hôtels, dans la restauration. En fait, c'est toute l'économie tunisienne qui a été touchée. Les mouvements de protestation à droite et à gauche, les passe-droits dans les recrutements dans l'administration publique. Donc c'est vraiment tout ce qui a été fait sur ces 10 dernières années que les Tunisiens ont rejeté en bloc dans toutes les élections qu'on a pu vivre depuis 2010. Pas une seule fois une coalition au pouvoir n'a été renouvelée, donc toutes les partis au pouvoir qui pouvaient émerger grâce à une faible majorité étaient obligés d'aller rechercher des alliances vers des partis qui étaient diamétralement opposés à leur programme politique, économique ou sociétal. Vincent, vous l'entendez, vous le lisez, des regrets de cette époque? Je suis totalement d'accord avec mon collègue. C'est pas la nostalgie du bénalisme, de la famille Ben Ali, de la dictature Ben Ali. Bon, il y a quelques nostalgiques, mais ils sont très très minoritaires. C'est même pas la nostalgie du régime autoritaire en général. C'est la nostalgie plutôt d'un État fort. Un État fort socialement, politiquement, sécuritairement, géopolitiquement, diplomatiquement. Voilà. Donc il y a une vraie nostalgie de l'État fort. Je ne dirais même pas une nostalgie. Je dirais qu'il y a un attachement de beaucoup de Tunisiens de la classe populaire, de la classe moyenne, même dans la classe supérieure, à un État redistributeur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'historiquement, la Tunisie, dès le XVIe siècle, c'est un pays qui s'est construit selon un État extrêmement centralisé, qui va urbaniser, qui va arabiser la Tunisie et qui va relier les différentes régions. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas simplement une nostalgie. Je dirais que ça fait partie de la trajectoire historique de la Tunisie, finalement, de cette référence à l'État. Deux choses. La nostalgie de l'État, elle s'est déjà manifestée par le vote en faveur de quelqu'un qu'on a tendance à oublier. Pourtant, c'est une personnalité quand même centrale. C'est Béji Caïd Sebsi, qui incarnait non pas le bénalisme ou la dictature bénaliste, mais il incarnait plutôt l'âge d'or du bourguibisme. Et on a bien vu que finalement, il y a eu la période où il a été très soutenu. Il a été incontestablement, Béji Caïd Sebsi, feu et paix à son âme, élu à la majorité des Tunisiens. Il a à peu près eu 5 ou 6% de plus que Monsef Marzouki. Il y a eu effectivement une très forte division régionale. Mais vous avez bien vu finalement l'engouement pour Béji Caïd Sebsi. Elle a duré 3-4 mois et après, les problèmes sont très vite revenus. C'est pour ça que, comme le dit mon collègue, il y a à la fois le sentiment des gens, ce qu'ils ressentent, et il y a aussi la capacité politique à y répondre. Et là, je ne pense pas qu'il faut y faire différence entre pro-révolution, anti-révolution, ou avant ou après Ben Ali. Il faut savoir, parce qu'on dit effectivement, depuis la révolution, c'est l'instabilité. Mais la fin du bénalisme était aussi pas bonne. Les chiffres étaient cachés, les chiffres étaient quand même maquillés, les chiffres étaient trafiqués. Il y avait des inégalités et des fractures régionales énormes en Tunisie. On les a découverts aussi avec la révolution. Donc je ne suis pas sûr que les révolutions importé tant d'instabilité. Elle a plutôt importé de l'incertitude et elle s'est traduite, vous avez raison, par des formes de dégradation, notamment des classes populaires. Mais de là à dire que la révolution a tout déstabilisé, finalement, malgré tout, la Tunisie a traversé des crises profondes depuis 2011, des crises sécuritaires, des crises terroristes, des assassinats politiques, et elle a survécu. Donc ce n'est pas pour idéaliser le trajectoire révolutionnaire, c'est pour dire que le sentiment populaire est effectivement et une certaine réalité sociale, et mon collègue a raison de dire qu'il y a des classes qui se sont appauvries, mais cet appauvrissement, il n'est pas simplement dû à ce que j'appellerais la trajectoire révolutionnaire, il est dû simplement aussi aux évolutions sociétales, et notamment à la question du terrorisme qui a fait énormément de mal à la Tunisie et qui a aussi provoqué une saignée à blanc de 2 à 3 saisons touristiques. Ça fait quand même maintenant 5 saisons touristiques que la Tunisie ne rentre plus d'argent. Donc tout ça, finalement, s'amalgame et produit cette sinistrose, cette désespérance sociale, et c'est aussi cette accusation que la révolution, ou du moins une certaine classe politique issue de révolution, serait responsable. Donc ce qu'on appellerait en sociologie la recherche de boucs émissaires. Et là où Monsieur le Président de la République a bien agi, a bien calculé, c'est qu'il a fait un coup constitutionnel
mais justement dans un contexte où il y a la possibilité aussi de désignation de boucs émissaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre et donc là, il a trouvé des boucs émissaires, c'est les partis politiques, c'est le Parlement, c'est ces élites qui en partie effectivement sont corrompues, mais toutes les élites politiques tunisiennes, je vous rassure, ne sont pas corrompues. C'est pas que je vais les défendre, mais vous savez, en Tunisie, c'est un des pays du Maghreb les plus modestes, et le taux de corruption en Tunisie n'est pas un des plus forts à l'échelle du monde, hein. Même ceux qui s'enrichissent sont toujours moins riches que beaucoup de riches dans le monde. Donc, vous voyez, donc, là aussi, la représentation de la corruption qui devient, je dirais qu'elle est de plus en plus horizontale, elle est de plus en plus, elle rentre dans la vie des gens, et c'est ça qui finalement provoque aussi cette désespérance, cette déception, cette désillusion. Mais dire qu'elle est plus forte qu'ailleurs, je ne pense pas. Elle est en même temps, elle est plus visible. Ça, oui, c'est clair. Elle est plus visible. Oui, Vincent, oui, mais en même temps, quand, je vous avoue, moi, vu d'ici, voilà, oui. Ça vaut ce que ça vaut. Mais quand moi j'entends un État comme la Tunisie, je parle de l'État tunisien, pas du peuple, quand j'entends un État qui en est réduit à demander de l'aide des Tunisiens qui vivent à l'extérieur, notamment en France, pour l'aider à soigner les malades du Covid, je me dis, oui, vous avez raison. C'est pas. Non, mais attendez, c'est quelque chose de. On ne pouvait pas s'y attendre. Attendez, en Tunisie, ils ne sont pas 20 millions, ils ne sont pas 30 millions. Ils sont, Ahmed Ben Yaklef le disait, ils sont 10 millions, 11 millions. Non, mais vous avez raison. Donc, quand vous me dites qu'il n'y a pas de corruption, alors c'est quoi? Comment on peut expliquer? C'est surprenant. En tout cas, c'est d'autant plus surprenant que la Tunisie est un modèle de médecine communautaire à l'échelle du monde arabe et à l'échelle de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que c'est presque les Tunisiens qui ont inventé le principe de l'hôpital qui va vers les gens. C'est-à-dire qu'il y a des grands prix de médecine en Tunisie. Aujourd'hui, une grande partie du paysage médical européen est d'origine tunisienne. Il n'y a pas une mémé. Voilà, bon. Donc tout ça, bon. Et du coup, ça conforte ce que vous dites, hein, si je puis dire, parce qu'il y a un contraste. Il y a un contraste entre la référence tunisienne en matière médicale et l'incurie politique. Mais c'est clair qu'il y a eu un défaut de gouvernance politique ces derniers mois qui a amplifié la gestion catastrophique de la crise sanitaire, et pas seulement la gestion, la situation sanitaire. Mais ça, c'est évident. Mais que, effectivement, la politisation extrême des politiques publiques, voilà, c'est ça le problème. C'est que les politiques publiques doivent être des politiques qui agissent selon un certain principe de neutralité, c'est-à-dire le bien commun, la société. Et là, ils ont été politisés. Et jusqu'à aujourd'hui, où tout le monde veut se partager le gâteau de l'aide internationale en ce qui concerne la lutte contre le Covid. Donc cette politisation extrême des politiques publiques et de l'aide publique, que ce soit l'aide en général ou l'aide pour lutter contre le Covid, vous avez raison. C'est quelque chose. Avant, je dirais qu'il y avait une politisation verticale du clan présidentiel vers la société, une sorte de clientélisme par le haut. Aujourd'hui, il y a une clientélisation qui se répand dans l'ensemble de la société, qui est beaucoup plus horizontale et qui est donc beaucoup plus pernicieuse. Et je pense que ce côté pernicieux, c'est ce que rejette aujourd'hui une grande partie de la population qui, du coup, effectivement, voit le président actuel un peu comme un sauveur ou quelqu'un qui pourra stopper, je dirais, cette contagion, non pas du virus du Covid, mais du virus de la corruption. Je pense que le premier virus dont les Tunisiens ont marre, ce n'est pas le Covid, c'est la corruption. Ahmed, est-ce que vous l'entendez ainsi? Est-ce qu'on peut penser que la Tunisie, quel que soit son choix démocratique, enfin politique, de gouvernance, peut sortir un petit peu de cette situation, de ces situations, au final, j'ai envie de dire? Alors, sur l'investissement de la société civile, je serais très mal placé pour dire que la Tunisie peut s'en passer. La Tunisie a toujours pu bénéficier de l'investissement de la société civile. Il ne faut pas oublier qu'en 2010 et dans les années qui ont suivi, la société civile, les organisations des Tunisiens à l'étranger ont joué un rôle très important, notamment lorsqu'il y a eu la crise des réfugiés libyens et surtout les jours qui ont suivi la révolution. Donc la société civile tunisienne a toujours pris ses responsabilités durant ces phénomènes de crise. Alors,
Peut-être que l'État n'a pas su communiquer, peut-être qu'il y a eu des maladresses de la part de certains dirigeants politiques qui cherchaient tout de suite à vouloir capitaliser sur cet investissement. Dès lors qu'on a une organisation, une association qui ramène des respirateurs en masse ou de l'oxygène, il est clair que le politique avait tout intérêt à s'afficher aux côtés de ces Tunisiens qui étaient actifs, parce que lui-même, n'étant pas très actif dans son ministère ou dans son champ d'intervention. Donc ils avaient intérêt à capitaliser. Peut-être que le Tunisien, ayant marre aussi de l'incurie de ces politiques, le terme qu'utilisait Vincent à l'instant, eh ben, il s'est rabattu, les Tunisiens se sont rabattus sur ces initiatives privées qui ont été très importantes dans la gestion du Covid. Vu de l'extérieur, vous avez tout à fait raison, vu de l'extérieur, se dire qu'un État est obligé de compter sur sa diaspora, ça peut paraître assez brutal ou assez illustratif de son inaction. Donc c'est vrai, moi j'ai pour souvenir ces dernières semaines que les internautes tournaient en dérision le don qui a été fait par la Mauritanie, puisque dans ce don-là, il y avait un certain nombre de tonnes de poissons, ce qui est passé pour certains comme étant une espèce d'aumône, alors que ce don était accompagné quand même de pas mal de respirateurs et d'oxygène. Donc ils ont tourné un peu en dérision pour montrer que l'État mendiait, entre guillemets, auprès de populations ou d'États qui étaient peut-être moins favorisés que la Tunisie il y a quelques années, et que ça symbolisait le fait que l'État tunisien était complètement à plat et avait complètement disparu. Donc oui, il y a certaines choses qui n'ont pas joué en sa faveur. Mais ça reste anecdotique. Je veux dire que ça reste anecdotique, pas la crise du Covid, qu'on s'entende bien. Ces quelques dons restent anecdotiques lorsqu'on les rapporte au budget d'un État. Donc c'est la corruption en elle-même. La corruption, tout à l'heure, Vincent parlait d'une corruption un peu plus horizontale, mais elle est visible, celle-là. Elle est visible. Lorsque on a, au lendemain de la Révolution, fait disparaître le concours du CAPES pour intégrer en masse les personnes qui se présentaient pour enseigner, et qu'aujourd'hui on retrouve ce système de clientéliste où pour devenir enseignant peut-être qu'il faut passer par quelqu'un qu'on connaît, c'est les Tunisiens. On avait marre de ça et on revient à ça, et c'est ça le problème. Il est là le problème, on revient à certaines pratiques qu'on pensait avoir disparu. Et dans un contexte économique beaucoup plus tendu, ces pratiques sont encore plus rejetées que l'étaient en 2010. Écoute, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie Vincent Gesser, Aimad Benyaklef pour votre apport et vos réponses, votre disponibilité. Moi je vous cache pas. On souhaite évidemment le meilleur pour le peuple tunisien, qu'il trouve sa voie dans la paix et dans la construction d'un présent et d'un avenir solide, durable pour les plus jeunes, mais pour les anciens aussi, de cette belle Tunisie qui nous est chère. Et on va continuer de suivre cela de près. Je vous avoue que je reste quand même un peu inquiet, mais voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro de l'émission On en discute. Au revoir.